Ouvrir le bal et enchaîner directement avec Michael Chipkio pour la suite et Monsieur Ndobo, Patrick Christian, va prendre le relais pour sortir de nos frontières et nous donner cette revue transversale. Mais après, on aura encore Monsieur Ndobo pour le regard sur l'actualité. On parlera du CHAN 2020 et un air de sport dans les journaux ce matin, comme les héritiers Bassangwedi, comme on le dit, le titre de la chanson. Un héritier de l'information, c'est Monsieur Justin Pierre et Sono, à qui nous disons bon début de semaine. Et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Nouvelle semaine donc sur la télé, nouvelle semaine sur Canal Matin. Bienvenue à Yaoundé. Je vous souhaite donc la bienvenue, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, le cœur enflammé de joie. Et justement, bienvenue à cet exercice. Vous, tout ce qui est chargé faute d'informations. Et pour commencer, un peu comme traditionnellement, ce matin, c'est avec le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune pour dire qu'il y a d'abord ce sourire qui a été apporté aux enfants de Betamba par la fondation de Chantal Biya, l'épouse du président de la République, qui, à travers son secrétaire général, a donc remis un important don en équipement à l'infirmerie qui porte le même nom, c'est-à-dire Betamba. Cela au nom justement de la première dame camerounaise, Chantal Biya. En tout cas, l'information fait partie des unes du quotidien Cameroun Tribune, édition de ce lundi. Mais la principale information ce matin dans Cameroun Tribune a trait au sport et au football en particulier. Il y a le compte à rebours de la CAN qui a été justement lancé après le tirage au sort vendredi dernier du côté de l'Égypte, quels que soient les adversaires du Cameroun, y compris le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau, eh bien, qui se trouvent justement dans la même poule que le Cameroun, celle des Lions indomptables. Eh bien, le journal met ce matin la pression sur les champions d'Afrique centrale. Il ne faut pas l'oublier, le Cameroun est naturellement le champion d'Afrique centrale. Les Lions indomptables du Cameroun qui doivent ainsi dompter une stratégie, question de pouvoir conserver leur titre du côté de l'Égypte, prévient justement Cameroun Tribune ce matin, qui exhorte donc les Lions indomptables à pouvoir mettre sur pied une stratégie, question de remettre cela, ce qui s'est passé en 2000, puis en 2002, on s'en souvient avec ces CAN qui ont été remportés donc par le Cameroun de façon successive. La victoire au bout, parce qu'une première en dehors de cette compétition a déjà été justement matérialisée, selon le journal L'Essentiel, qui fait un peu le point de ces victoires au plan sportif et notamment du football continental par le Cameroun. Le journal fait donc le bilan des actions que la Confédération africaine de football a menées en faveur de l'image du Cameroun. Ahmad Ahmad, mal aimé des Camerounais, les a confortés pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2019. Après avoir retiré l'organisation au Cameroun, il leur a attribué l'organisation de la CAN en 2021, mais avant, répétition générale. Rappelle encore le journal en 2020 avec le championnat CHAN qui sera donc organisé par le Cameroun un an avant la tenue du grand rendez-vous sportif continental qui va donc regrouper les nations. En termes de football, il y aura donc cette compétition, le CHAN, qui va également se jouer sur le sol camerounais en 2020. Défi actuel est tout en sport et en football ce matin, avec ce site particulier que le président de l'Étoile filante de Garoua, la capitale de la région du Nord Cameroun, et ses camarades ne gagneront pas face à la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football, qui a ainsi été assignée en justice par Abdourahmane. Le journal explique ce matin par des erreurs qui ont été notés lors des procédures ayant donc conduit ce procès devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif. Voici ce pourquoi Abdourahmane ne pourra pas gagner, lui et ses camarades. Explication à retrouver donc dans le journal des faits actuels, édition de ce lundi. Pas de trêve dans la presse pour ce qui est justement de la crise anglophone. Pas de trêve de ce sujet dans la crise dans la presse camerounaise à partir de ce lundi matin. Aussi, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce jour, s'intéresse-t-il justement, il poste des nouvelles, toujours en provenance de la crise anglophone, nouvelles selon lesquelles le SDF, Social Democratic Front, accuse, ce parti politique accuse les partis sœurs de jouer double jeu dans la mesure où, eh bien,
le SDF estime que les autres partis politiques camerounais ne prennent pas position franchement et fermement s'agissant justement de ce qu'il est convenu d'appeler la crise socio-politique que le Cameroun traverse depuis bientôt 3 ans maintenant. Le SDF qui accuse donc les autres partis de ne pas prendre une position ferme et qui, selon ce parti politique-là, ces partis-là justement jouent avec l'électorat à leur guise. Et à propos de cette crise dite anglophone encore, il y a cette sortie justement lointaine, mais si proche de Tibor Nagui qui était en séjour au Cameroun très récemment encore, du nom donc du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, qui nourrit d'ailleurs la grande une, vous le voyez, du quotidien Émergence dans sa livraison de ce jour, car il semble aujourd'hui dans une posture d'impérialisme arrogant qu'il va s'occuper du Cameroun. Suivez mon regard, après le cas du Soudan et de l'Algérie, le sous-secrétaire d'État américain l'aurait confié au niveau de la Maison-Blanche. Il devrait s'occuper du Cameroun. Mais pour cela, avertit encore le quotidien L'Épervier, le journal de l'époque Nujo, tout aussi en kiosque ce matin, le journal qui l'avertit, il faudra bien passer sur le dos de Camerounais car le Cameroun n'est pas le Soudan, encore moins l'Algérie. Et selon le journal, le Cameroun n'est pas une dictature car son chef de l'État, président de la République, a été élu démocratiquement et en le disant, L'Épervier tient à arrêter toute simulation qui serait formulée ici comme là-bas, aujourd'hui comme demain. Justement, voilà la posture du journal ce matin. Le même journal qui donne la parole à Paul Atanga-Ndia, du nom du ministre camerounais en charge de l'administration territoriale. Eh bien, Paul Atanga-Ndia a fait reculer les membres du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, sauf que dans le camp présidentiel, il y a trop souvent des membres du gouvernement qui ne disent pas la vérité. Ils mentent parfois au nom des très hautes instructions du président de la République, renchérit justement le journal L'Actualité qui a préféré baser son actualité sur cette question-là des franchises du palais à partir du palais et à destination du peuple camerounais. Le journal ne partage justement pas cette actualité avec l'hebdomadaire Repère, du nom donc du journal de Feu Richard Touna Ombe, qui est tout aussi en kiosque ce matin. Le journal qui a choisi justement de remettre sur la sellette cet homme, Jean de Dieu Momo, du nom donc justement du ministre délégué auprès du ministre camerounais en charge de la justice, qui l'est depuis le 4 janvier 2019, qui décidément est un soutien sans faille à Paul Biya. Il a encore harangué les foules, cette fois, une fois encore, en faveur de son mentor. C'est lui qu'il est prêt justement à supporter jusqu'au bout, le président de la République, Paul Biya. Et dans cet océan de lutte, d'attaque et même de contre-attaque, le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana, est également en kiosque ce jour et donne la parole à Maître Michel Ndoki, justement, qui explique, argument juridique à l'appui, que justement le pouvoir de Yaoundé est à leur trousse. Cela est intervenu au lendemain de l'élection présidentielle avec ce qui a suivi comme vérité et contre-vérité. Et ce matin, Maître Ndoki explique que le procès contre Maurice Kamto et ses affidés, justement, qu'il s'agit là d'un procès politique qui n'a rien à voir avec justement les questions d'ordre juridique. Et il faut noter que à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2018, eh bien, un gouvernement est intervenu, on le disait tout à l'heure, le 4 janvier 2019, aussi le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyemou a-t-il proposé aux lecteurs de ce jour justement d'aller évaluer les 100 premiers jours du gouvernement Joseph Dione Ngouté, lui et les 10 nouveaux membres justement qui sont arrivés dans son gouvernement. Il y a bien entendu des nouvelles figures, mais aussi des anciennes nouvelles figures qui font partie de ce gouvernement-là, et le journal se propose d'en faire une espèce de bilan à propos des 100 premiers jours du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Exercice similaire au journal Sans détour de Nestor Ndiatou, tout aussi en kiosque ce jour, qui divise le nombre en deux, en martelant justement qu'il y a parmi ces 10 ministres-là, 5 qui sont des néophytes et qui ont brillé
ou certains qui ont sombré, fortunes diverses donc, avec des démarches différentes, raconte justement le journal qui est tout aussi en kiosque ce matin après avoir proposé justement d'évaluer les 100 premiers jours du gouvernement. C'est que le journal La Météo de Dieudonné 20 raconte ce matin, c'est justement cette posture de Laurent Serge Etundingoa, du nom du ministre camerounais en charge de l'éducation de base, qui est d'ailleurs natif du département du Fundi, c'est l'un des 10 départements de la région du centre Cameroun, selon qui les auteurs du tribalisme, hier comme aujourd'hui, n'ont pas de place ici comme là-bas. Ils ne vont pas prospérer dans le département du Fundi parce qu'il s'agit d'un département qui accueille justement tous les Camerounais et ils ont le droit de s'y installer. Quel que soit justement le train de vie de l'État, c'est lui surtout qui est décrié ce matin par le quotidien L'économie, le journal ce matin qui fait savoir en effet et que le secteur public camerounais reste très peu productif, mais il va toujours avec de gros salaires, ceux des directeurs généraux d'entreprises publiques et parapubliques et même des présidents de conseils d'administration. C'est le cas du renouvellement à leur faveur, dit-il, des frais d'installation, lesquels frais d'installation sont renouvelés tous les 3 ans, rappelle le journal ce matin. Et qu'au matin est également en kiosque et n'y voit que du feu lorsqu'il confirme pour ce qui est justement de la gouvernance, qu'il y a comme une consommation on ne peut plus rapide des émissions de titres publics. En tout cas, les éléments de langage et même de compréhension sont proposés par Eco Matin, édition de ce jour, le Financier d'Afrique, qui traite tout aussi des questions économiques et financières au quotidien, va au-delà de cette question-là pour s'intéresser à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui a d'ailleurs, selon lui, réalisé un grand profit en 2018 en vendant l'or. Oui, un bon point à son actif qui s'élève, dit-il, à 14 milliards de francs CFA. À l'actif à mettre cette fois-ci au profit de la direction générale de la Camwater. C'est avec le journal Le Quotidien qui traite de ce sujet ce matin et justement qui fait parler cette lutte acharnée, une lutte acharnée contre la disparition des compteurs. Et le journal note que ce sont à peu près 700 compteurs qui ont été enlevés par les malfrats ici même à Yaoundé, rendant ainsi dur la vie des ménages, mais également le fonctionnement de l'entreprise, d'où la guerre sans merci contre ce phénomène qui a donc été lancé et qui est mené par Gervais Bolonga, qui est donc le directeur général de la Camwater, en compagnie bien entendu de son équipe. Cap à présent pour finir sur Biémassi, l'un des quartiers de la cité capitale, les Yaoundé, c'est le siège du quotidien Le Soir qui annonce jovialement des nouvelles arrestations dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler l'opération épervier parmi ses clients des caciques du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des maires, oui des maires, mais aussi des cadres d'administration. Qui sont-ils? Quand va-t-on les arrêter? Qui et où? Réponse dans le journal Le Soir ce matin. Et avec Le Soir, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain, quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le journal The Star, l'hebdomadaire d'expression anglaise qui est en kiosque ce jour, qui nous parle justement de la clôture du Festival des Arts et de la Culture dans la région du Sud-Ouest et à Boya précisément. C'était il y a quelques jours avec la participation de plus de 6 membres du gouvernement, ces ministres justement qui ont appelé au retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Le journal qui parle aussi de ces 2 présidents africains qui sont tombés il y a quelques jours, l'Algérien Abdelaziz Bouteflika et le Soudanais Omar El-Béchi. Comment leurs chutes sont-elles arrivées et à qui donc le prochain qui tombera à cause de la mauvaise gouvernance en Afrique, s'interroge le journal de Star en kiosque ce jour. Et je pose un autre hebdomadaire d'expression anglaise en kiosque aujourd'hui, revient sur la sortie et cette réunion qui s'est tenue à Berlin, en Allemagne précisément, une conférence autour des leaders de ce qu'on appelle désormais l'Ambazonie et d'autres responsables justement de la
cause anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et qui justement, au sorti de cette réunion, ont décidé de l'arrêt justement du boycott des cours dans les régions anglophones du Cameroun et appelé justement les autorités administratives à faire venir la sécurité dans ces établissements pour permettre aux enfants de retourner à l'école. Ils ont donc fait chorus autour de la question lors de cette conférence à Berlin, écrit le journal The Post en kiosque ce jour. Et la Nouvelle Expression se propose aujourd'hui d'évaluer les 100 premiers jours du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté. Il a été nommé dans le gouvernement du 4 janvier dernier, gouvernement nommé de grandes opportunités. Le journal évalue donc avec l'appui des acteurs de la société civile et même des politiques les 100 premiers jours du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté. Quel bilan peut-on faire de cette action de l'ancien ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, devenu coordonnateur de l'action gouvernementale le 4 janvier dernier, sous les signes des grandes opportunités qui s'offrent donc au Cameroun? La Nouvelle Expression et les acteurs de la société civile et politique font le tour pour conclure justement qu'il s'agit finalement de 100 jours de platitude pour Joseph Dion-Ngouté, même si on peut noter quelques avancées un peu timides et même questionnables, écrit le journal La Nouvelle Expression, qui parle aussi de la crise anglophone et de cette réaction d'Adolphe Lélé Lafrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest Cameroun, qui contre-attaque après une sortie de l'ONG Human Rights Watch, le gouverneur du Nord-Ouest qui soutient que les informations publiées par l'ONG visent simplement à discréditer les efforts déployés par le gouvernement camerounais. Le village Melouf n'a jamais été attaqué par les forces de défense et de sécurité camerounaises, écrit donc le gouverneur, le journal parle aussi de politique à son oreille gauche et de l'affaire Maurice Kamto. Pourquoi le MRC a reporté ses manifestations du week-end dernier? La formation politique invoque une pluralité de raisons, notamment les requêtes déposées près des tribunaux administratifs et l'infiltration de casseurs dans ses rangs. Voilà donc quelques raisons pour lesquelles le MRC a donc décidé de reporter ses marches d'il y a quelques jours seulement. Le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui parle aussi de politique à son pied de une et reparle justement de l'affaire MRC, de l'interdiction des manifestations publiques de cette formation politique. Le ministre de l'administration territoriale qui est désormais au tribunal du MRC, la décision du MINAT devant le juge aux fins d'annulation, décision justement qui fait état de l'interdiction des marches de cette formation politique. Le ministre de l'administration territoriale a été traîné en justice par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le pied de une du journal parle d'une querelle au canton d'Ibeng d'Orgbélé. C'est donc dans le département du Cam et donne la parole à Sa Majesté Sota Bango Thomas, le chef du canton, qui dément la rumeur faisant état d'un prétendu désaccord entre lui et les différents chefs de village de son unité de commandement. Le journal qui revient également sur les propos qui font état de la braderie des terres dans cette localité. Le chef Sota Bango qui dénonce, accuse d'ailleurs et appelle les autorités administratives à mettre un terme à cette braderie des terres dans le canton d'Ibeng d'Orgbélé. Le grande une du quotidien Le Messager nous parle du fiasco justement de la CAN 2019 et le Cameroun qui se consolera avec le championnat d'Afrique des Nations 2020. Le pays des Lions indomptables, noyés dans la mare à scandale de la construction des infrastructures sportives, s'est vu finalement confier l'organisation de cette compétition retirée à l'Éthiopie par la Coupe d'Afrique, par la Confédération africaine de football. C'est donc un test grandeur nature pour le Cameroun qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2021, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal Intégration, l'hebdomadaire de Thierry Ndong Oona, est également paru ce jour et qui nous parle d'un cahier d'une visite officielle au pays natal. Il s'agit de Vera Songwe. Elle est secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui séjourne au Cameroun au courant de cette semaine. À cette occasion, le journal Intégration fait le point de la coopération entre la CEA, le Cameroun et l'Afrique centrale. Jeux et enjeux d'une visite officielle à forte teneur symbolique à lire donc dans l'hebdomadaire Intégration en kiosque ce lundi. Le journal qui parle aussi à son oreillette gauche de crise anglophone, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. La conférence générale anglophone toujours dans la tourmente portée par le cardinal Christian Toumi pour apporter une réponse à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La consultation, sociopolitique charrie des courants divergents jusqu'ici. La conférence est donc dans la tourmente. Jusqu'ici, aucune date de la tenue de cette grande rencontre pour tenter d'apporter la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et on reste
dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec l'hebdomadaire L'Indépendant qui a son pied de une, revient sur cette sortie de Fon Victor Moukete, doyen d'âge du Sénat, qui s'est exprimé il y a quelques jours seulement à la tribune du Sénat justement à Yaoundé. Le volcan Moukete qui ébranle le Sénat, c'est donc le titre au pied de une de l'hebdomadaire L'Indépendant qui revient sur cette sortie du doyen d'âge du Sénat. Que retenir justement de cette sortie? Pourquoi cette sortie finalement tardive, s'interroge le journal, et des réponses est à lire dans la page 10 et 11 de l'hebdomadaire L'Indépendant en kiosque ce jour. Info Matin, le quotidien est en kiosque aujourd'hui et nous parle d'entrepreneuriat jeune. Le quotidien Info Matin en kiosque nous parle d'entrepreneuriat jeune justement dans la région du sud-ouest Cameroun et le soutien de Pauline Nalo-Valionga, la ministre des enseignements secondaires, aux pêcheurs de la ville de Limbé. C'est dans la région du sud-ouest Cameroun, réunis donc en association. Ils ont reçu des mains de leurs bienfaitrices des moteurs ainsi que des présents évalués à plusieurs millions de francs CFA. Samedi, c'était donc la clôture du Festival des Arts et de la Culture 2019 à Limbé, l'élan du cœur de la Nalo-Valionga aux pêcheurs de Limbé. Donc, c'est en page 2 du journal Le Quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. Le journal Kalara est également paru ce lundi. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous parle d'affairisme autour de la construction du siège de la Caisse autonome d'amortissement. La construction du siège qui bloque jusqu'ici parce que deux parties continuent de se disputer les 14 milliards de francs CFA destinés au règlement des travaux de construction de l'immeuble siège de la CAA, toujours dans les tiroirs, en cause une bataille opposant deux entreprises espagnoles qui revendiquent le même marché. Kalara nous révèle dans sa sortie de ce jour les dessous d'une affaire mafieuse. C'est donc à lire en page 4 de l'hebdomadaire qui, à son pied de une, reparle des manifestations publiques et le MRC qui traîne M. Atanganji devant le juge des libertés. Le parti de Maurice Kamto saisit la justice sur deux fronts pour mettre un terme à l'arbitraire et l'abus d'autorité du MINAT. Les tribunaux hésitent jusqu'ici à ouvrir le dossier. Nous informe, nous apprend l'hebdomadaire Kalara en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel nous amène encore au Parlement et à l'Assemblée nationale pour nous informer, pour nous apprendre que l'enveloppe des micro-projets des députés a été revue à la baisse, passée de 8 millions de francs CFA à pratiquement 7 millions. La dotation annuelle a subi une coupe sombre de plus d'1 million de francs CFA. Cette enveloppe des micro-projets des députés est revue donc à la baisse, alors que les députés ne savent donc plus à quel sein se vouer. Les sénateurs, eux, sont dans l'expectative. Leur intervention sénatoriale annuelle de 10 millions de francs CFA pendant des micro-projets parlementaires devrait connaître le même sort, écrit le journal Le Tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'œil du Sahel, qui nous parle également de la situation des étudiants camerounais qui sont en détresse au Maroc. Ils sont nombreux qui vivent une situation extrêmement difficile en ce moment. Ils réclament au gouvernement plus de 300 millions de francs CFA relatifs à 2 ans de bourse, 2 ans justement sans bourse pour ces étudiants au Maroc. Entre-temps, dans le pays justement au Maroc, c'est la débandade. De nombreux étudiants dont les passeports sont arrivés à expiration se barricadent chez eux. Ils ont donc l'impression que le gouvernement n'en a cure de leur situation. Ils s'expriment d'ailleurs dans les colonnes du Tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'œil du Sahel, également en kiosque ce jour. On termine avec le Cameroun Matin qui nous reparle de l'échec de la CAN 2019, de l'organisation bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 par le Cameroun, et parle de messe de minuit contre le ministre des Finances. Ils sont de nombreux qui cherchent jusqu'ici les boucs émissaires, certaines manœuvres à forte odeur d'intrigue et de règlement de compte entre pontes du régime de Paul Biya au niveau de la haute administration ont remis au goût du jour de débat sur la nécessité d'établir les responsabilités sur le fiasco de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, dont la dénonciation des coupables et les sanctions inhérentes sont toujours attendues. Jusqu'ici, écrit l'hebdomadaire Le Cameroun Matin en kiosque aujourd'hui, et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse nationale et on met le cap à l'international avec Patrick Christian Dobo pour la revue de l'actualité internationale. Bonjour Patrick. Bonjour Michael, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Eh bien, vous l'avez dit, un tour d'horizon de l'actualité internationale à travers quelques clichés de nos confrères de la presse à l'étranger. Nous allons commencer par nos confrères de la RDC avec justement le quotidien Le Phare qui paraît du côté de Kinshasa, qui à la une aujourd'hui évoque les déplacements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Fati, comme l'appellent très affectueusement ses partisans, a donc entamé un périple à l'intérieur du pays depuis vendredi dernier. Et un des points phares de ce périple, justement, c'est sa descente du côté de Lubumbashi, où le chef de l'État de la RDC vient pour justement évaluer les situations sécuritaires, mais aussi les questions de développement de ce côté-là. Félix-Antoine Tshisekedi, après des sorties à l'international, effectue donc sa première visite à l'intérieur du pays, avec donc, comme nous l'avons dit, le Conseil de sécurité pour évaluer surtout une situation sécuritaire qui, depuis un certain temps, dans cette partie du pays, connaît un regain de tension. Pas très loin de la RDC, à quelques encablures d'ailleurs du Cameroun, le Gabon, avec le quotidien national de ce côté-là, l'Union, qui met à la une justement la volonté du gouvernement d'écouter justement les populations, et notamment en matière d'éducation. Le gouvernement du côté de la République du Gabon réévalue les conditions et les contours d'attribution des bourses aux jeunes Gabonais. Une situation qui, on se souvient, l'an dernier a causé beaucoup de remous en termes de revendications de ce côté-là, à la fois du corps enseignant, mais aussi des apprenants. L'Union, donc, à la une, entre autres actualités ce matin, évoque donc la volonté du gouvernement gabonais d'être à l'écoute des concertations sont en vue de ce côté-là pour permettre justement aux jeunes Gabonais de se retrouver dans justement de meilleures conditions et justement de réévaluer les conditions d'attribution des bourses de ce côté-là. Nous allons quitter le Gabon pour rester justement à la une de l'actualité du côté de BBC, qui se rappelle aussi de quelques jeunes, BBC qui se rappelle de quelques jeunes, cette fois-ci, c'est des jeunes qui, elles, étaient en scolarité du côté de Chimbok. Ces jeunes filles, en 2014 enlevées, elles étaient quelques 212 en 2014 lorsqu'elles ont été enlevées. BBC dit que le Nigeria se souvient de ces jeunes filles. BBC dit que le Nigeria se souvient de ces jeunes filles qui ont été enlevées en 2014, elles étaient quelques 216, 60 ont réussi à s'échapper, quelques 100 de ces jeunes filles ont été libérées, 112 manquent toujours à l'appel. À côté de BBC, RFI revient sur justement l'actualité au Soudan. On se souvient bien que le Soudan, depuis la fin de la semaine dernière, vit sa révolution telle que le qualifient nos confrères et la presse internationale. Et à la une, justement, les autorités de ce côté-là négocient avec les civils, nous disent nos confrères, négocient avec les civils pour éventuellement gérer ensemble cette transition. La rue n'a pas encore désempli, même si la joie est beaucoup plus perceptible après l'annonce, nous disent nos confrères, de la chute du président Omar el-Béchir. Du côté du Soudan, les négociations et les tractations entre le nouvel homme fort du côté du Soudan et les civils, notamment les partis politiques, sont à la une. Le Tchad, notamment avec le pays qui est le quotidien, un des quotidiens qui paraît du côté de N'Djamena. Le Tchad, nous disent nos confrères, vient donc d'accueillir la conférence de la Seine-Seine, N'Djamena, qui a donc réuni quelques 29 pays de la communauté sahélo-sahélienne, avec en point de mire de cette rencontre autour du président Déby, justement, les questions de sécurité et de surveillance dans cette vaste zone qui est principalement, disent nos confrères, les foyers de tension et de départ de toutes les activités terroristes qui, aujourd'hui, donnent du fil à retordre, justement, aux pays membres de cette conférence. Et Fraternité Matin, justement, du côté de la Côte d'Ivoire, nous fait état de la participation, justement, de la Côte d'Ivoire à cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Duncan, qui juge justement que la Côte d'Ivoire va davantage lutter contre ces questions d'insécurité. Elle qui a pris part à cette conférence du côté du Tchad, à la une, c'est une actualité que Fraternité Matin, le quotidien qui paraît du côté d'Abidjan, met à la une. Boko Haram y est cité, l'insécurité avec les frontières. On sait très bien que la Côte d'Ivoire, les 2 et 3 dernières années, a, elle,
aussi été victimes des affres, n'est-ce pas, de ce fléau qu'est le terrorisme. On va rester toujours en Côte d'Ivoire avec Le Jour, cette fois-ci, qui met à la une la difficulté, justement, de promouvoir une démocratie avec ce qui est appelé par nos confrères du jour, le quotidien Le Jour, comme un repli identitaire. Et c'est à la une, justement, une des figures politiques, Amédée Kouakou, du côté de la Côte d'Ivoire, dit justement qu'il est bien difficile de faire, notamment pour ce qui est du parti historique, le PDCI de la Côte d'Ivoire, de faire justement de la politique avec un PDCI baoulé, les baoulés qui sont une ethnie du côté de la Côte d'Ivoire, ou bien un FPI BT qui sont une autre ethnie, avec donc ces clivages de repli identitaire qui tendent à vouloir donner une coloration au jeu politique et au jeu des alliances qui serait, d'après cette figure-là, un danger justement pour la Côte d'Ivoire. Alors, on va du côté du Togo. On va du côté du Togo pour Togo Matin qui met donc à la une justement les questions des difficultés sécuritaires du côté du Togo. Et justement, le président Faure Gnassingbé, qui lui aussi a participé à la conférence de la Seine-Seine du côté de N'Djamena, semble être sollicité par ses pairs de ce côté-là. Et Togo Matin, justement, le quotidien qui paraît du côté de Lomé, évoque donc justement la fermeté sur ces questions, la sollicitation du président Faure Gnassingbé, mais aussi évalue dans cette édition de Togo Matin quelques raisons du fiasco de la ceinture sécuritaire que les pays tentent quelquefois de mettre en avant. Un petit détour du côté du Burkina Faso avec le journal Le Pays qui est justement à la une avec aussi des questions de sécurité. Un des officiels de l'armée de ce côté-là, mise à la une, justement, évoque les récentes prouesses de l'armée burkinabé avec justement la recrudescence de l'activité d'un certain nombre de mouvements terroristes, notamment dans la partie nord. Des interpellations qui, présentées dans le quotidien ce matin, font état de l'activité de l'armée burkinabé de ce côté-là, une armée qui est sur le qui-vive, comme bon nombre d'armées qui sont frontalières avec justement le Grand Sahara. Et c'est d'ailleurs le cas du Mali, le Mali vers qui nous allons faire notre détour avec le Républicain, lui aussi un autre quotidien qui paraît de ce côté-là, un quotidien qui paraît du côté du Mali, le Républicain, avec la réalisation, qui donc met à la une les options politiques. Quand on sait que la contestation post-électorale du côté du Mali a laissé beaucoup de traces justement dans le caractère pacifique de l'environnement sociopolitique, un caractère pacifique lui aussi émaillé par justement un certain nombre d'incrustations des terroristes. Et à ce sujet, nos confrères du Républicain disent que la main tendue de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali, reste toujours invisible. Quelques-uns accusent, disent nos confrères, le président de ne pas jouer franc jeu dans cette démarche de conciliation et de dialogue. Et en grande une d'ailleurs du Républicain, on peut le constater, nos confrères disent, au regard des assises tenues du côté de la maison de la presse de ce côté-là, qu'il est urgent justement de retourner au dialogue politique. Dialogue politique, y en aura-t-il? C'est peut-être la question qu'on peut se poser du côté de El Watan, un des quotidiens, n'est-ce pas, de l'Algérie. El Watan qui nous a fait vivre depuis ces dernières semaines justement la révolte populaire du côté de l'Algérie, la chute du président Abdelaziz Bouteflika et justement la prise de pouvoir par le président du Conseil national qui assure l'intérim avant l'élection annoncée le 4 juillet prochain. Et El Watan nous donne à la une justement le sort réservé aux ministres qui, en tout cas pour ceux qui font partie de la transition, qui sont indésirables dans bon nombre de localités du côté de l'Algérie. El Watan, nous allons laisser El Watan pour aller du côté de la France avec quelques-unes des parutions de ce côté-là. Et la première de ces parutions, c'est le quotidien Le Monde. Le quotidien Le Monde
qui revient justement sur ces questions du côté de l'Algérie, mais qui met aussi en avant, comme d'autres déparutions du côté de la France, les difficiles arbitrages d'Emmanuel Macron. Le président français d'ailleurs attendu devant ses compatriotes à qui il devrait s'adresser ce soir après le grand dialogue initié suite à toutes les actions des mouvements des Gilets jaunes. Le Monde met donc à la une ce matin, ce 15 avril, justement, le difficile arbitrage qui attend le président Macron dans tous les sujets socio-économiques qui ont fait le chant et justement le cheval de bataille de toutes les marches et toutes les revendications menées par les Gilets jaunes. Du Monde à la Croix, un seul pas pour nous présenter justement la crainte du quotidien d'Obédience catholique du côté de la France sur les considérations autour de l'Union européenne, autour du caractère commun de la communauté. Des intox, nous disent nos confrères de la Croix, sur bon nombre de sujets qui feraient aujourd'hui le nid, n'est-ce pas, du repli nationaliste qu'on observe dans beaucoup de pays qui tendent à remettre en question la communauté européenne telle que pensée il y a quelques décennies. C'est d'ailleurs le cas de l'Angleterre avec le Brexit qui continue de faire beaucoup de difficultés quant à un accord même sur ce Brexit qui peine à mettre d'accord les belligérants, notamment la partie européenne et la partie britannique. Pour terminer avec cette revue de presse internationale, nous allons faire un détour du côté de Libération, qui affiche justement cette dualité du visage du président Macron et qui titre à la une de Libération ce matin, Micronie, le grand dilemme. Le président Macron, nous le disions tantôt, qui est attendu en termes d'adresse à ses compatriotes ce soir, est donc en face d'un dilemme, nous disent nos confrères, au regard de l'environnement socio-économique, des revendications des Gilets jaunes et notamment même au sein de la classe sociale française, va devoir convaincre un exercice, disent nos confrères, qui est très loin d'être gagné avant l'adresse du président français ce soir à ses compatriotes. Merci beaucoup, Patrick Christian Dobon. On va rappeler que, évidemment, on a longuement épilogué sur l'actualité liée à sa destitution la semaine dernière et à noter que ce jour, notamment le 15 avril 1999, marque donc son accession à la magistrature suprême. Abdelaziz Bouteflika, qui est donc élu comme président naturellement à la tête de l'Algérie. On va se retrouver dans quelques secondes pour le regard sur l'actu qui table aujourd'hui sur le sport. Les vocalises de Patrick Christian Dobon, Dudo et Rémi face au Lacido et voir si ce chat finira par partir. De toute évidence, on s'intéresse donc au sport et naturellement à l'actualité qui prévaut en ce moment au sein de la sphère sportive CHAN 2020. Et ici, c'est le Cameroun qui organisait cette compétition de haut niveau. En tout cas, on s'y intéresse de fond en comble dans ce regard sur l'actu avec Monsieur Patrick Christian Dobon. Cette attribution, c'est une préoccupation ce matin. Est-ce que c'était prévisible ? Bon, écoutez, on ne saurait dire si effectivement la réattribution au Cameroun était prévisible. Peut-être le retrait à l'Éthiopie, parce qu'on se souvient bien que le président de la Fédération éthiopienne de football lui-même, dans une sortie chez nos confrères de la BBC, il y a quelques mois, avouait déjà que son pays était sérieusement en retard. Et on a l'impression que, même si ça n'est pas une première, mais depuis la prise de fonction du président Ahmad à la CAF, beaucoup de retraits de compétitions africaines sont à l'ordre du jour. Oui, on en avait déjà vu quelques-unes pour des raisons parfois un peu différentes. Sous Ayatou, la plus retentissante était celle du Maroc, qui a d'ailleurs alimenté les polémiques autour du retrait qui était annoncé de la CAN 2019 au Cameroun. Le Maroc s'était retiré pour des convenances personnelles, au fort, n'est-ce pas, de la crise sanitaire autour de Ebola. Et on en a vu d'autres cas comme ça. Madagascar, après un certain nombre d'inspections, notamment pour justement le championnat à la Coupe d'Afrique des Nations juniors, je passe sous le contrôle des mêmes Moukoko, avait, sous l'ère Ayatou aussi, subi justement la main dure, n'est-ce pas, de la CAF quant au retrait de ces compétitions. Eh bien, après donc le Kenya pour le précédent CHAN, voici l'Éthiopie aussi au rendez-vous du retrait, pour ne que parler des CHAN.
voilà donc, on ne pouvait peut-être pas prévoir la réattribution. Et dans un terme utilisé qui fait d'ailleurs beaucoup de débats, d'ailleurs cela a fait l'objet d'une bonne discussion technique entre un de nos confrères et collègues, Marc Chouamo du service des sports et nous-mêmes, sur la présence de l'expression tacite, par tacite reconduction dans les textes de la CAF. Eh bien, le président de la CAF, qui s'est exprimé à l'issue du comité exécutif tenu vendredi dernier dans le sillage, n'est-ce pas, du tirage au sort de la CAN 2019, a parlé d'accord tacite du comité exécutif. Et la question revenait donc à se poser justement de savoir si cette expression est contenue ou cette formule de réattribution est contenue dans les textes de la CAF. Encore que le président de la CAF n'a pas dit que c'était conformément au texte. On va peut-être se questionner en attendant de voir si les fins limiers, parmi lesquels sans doute Abdourahmane qui observe beaucoup ces questions de la CAF et notamment les subtilités juridiques dans les textes du football national et international, vont pouvoir nous donner des éléments d'appréciation un peu plus convaincants sur les propos du président de la CAF. D'ailleurs, il est bien habitué, Ahmad, avec des termes qui, après qu'il les ait prononcés, laissent beaucoup de boulevard sur les débats autour de sa prise de position et de sortie. On ne pouvait peut-être pas s'attendre à cette réattribution du CHAN 2020 au Cameroun, mais on pouvait quand même constater qu'au regard des exigences, et pour rester dans une certaine logique de la CAF vis-à-vis de ces compétitions, des délais par rapport à la préparation, de la qualité et du niveau de compétition. On a d'ailleurs vu le président de la CAF lors justement de la Coupe d'Afrique des Nations féminines évoquer la volonté de la CAF de voir le standard de ces compétitions atteindre celui des pays comme les pays occidentaux. Et cela demande justement beaucoup d'investissement, beaucoup de préparation et peut-être plus de professionnalisme. Et donc pour rester dans cette logique, les retards avoués par l'Éthiopie pouvaient déjà ouvrir la voie à cette réattribution. Bon, maintenant, la position du Cameroun était-elle meilleure par rapport à d'autres pays qui ont des infrastructures, qui ont le dispositif nécessaire et qui, comme l'Égypte, en 5-6 mois peuvent accompagner une compétition majeure, accueillir une compétition majeure, encore que le CHAN est dans un standing moins élevé que la Coupe d'Afrique des Nations en elle-même, c'est-à-dire que la compétition majeure de la CAF. Donc on ne pouvait pas s'y attendre. C'est une surprise, belle ou mauvaise, de la part du président Ahmad au Cameroun. Cela est une surprise. Encore, qu'on s'imagine bien que cela est peut-être une surprise pour le grand public, oui. Parce qu'on s'imagine bien qu'il sera bien difficile de nous faire admettre que le président de la CAF, quand on connaît sa démarche et quand on voit qu'il est toujours resté dans les sphères de négociations diplomatiques et qu'il a souvent annoncé ce qui semblait être conclu d'avance avec les protagonistes, il serait bien difficile de nous faire croire que les autorités camerounaises n'aient pas été au parfum, n'est-ce pas, plus de ce glissement, mais de cette réattribution par accord tacite de ce CHAN. Être proche de Yaoundé, voilà. d'une manière ou d'une autre, Ahmad. Alors, Patrick Christian Ndobo, est-ce qu'il y aurait lieu de se réjouir de cette nouvelle qui vient de tomber? Le Cameroun qui sera organisateur d'une compétition africaine. On parle du championnat d'Afrique des Nations, ça veut dire les joueurs qui évoluent sur le territoire du continent, ceux qui évoluent dans leur championnat. Est-ce qu'on peut se bomber le torse d'avoir au moins une compétition qui pourrait être un galop d'essai avant la CAN attendue en 2021. La CAN senior, là on parle du CHAN d'abord. Oui, écoutez, d'abord c'est vrai que le CHAN, ce n'est pas le standing de la CAN, mais ça reste une compétition continentale et c'est l'accueil, n'est-ce pas, de la jeunesse africaine. Et sur ce point-là, quand on sait que le football en Afrique est d'abord une fête, un festin, culturellement, c'est la joie de se retrouver. On peut dire qu'en tant qu'Africain et dans la tradition justement sociale, dans le caractère justement de recevabilité de notre pays, on peut se satisfaire de ce que, bon, notre pays aura l'occasion de recevoir l'Afrique sur son territoire. Après d'ailleurs le choc causé dans l'opinion publique au sujet du retrait de la CAN 2019. Donc oui, on peut dans cette mesure-là se satisfaire. Et puis aussi pour nos gouvernants qui, comme nous le disions tantôt, ont sans doute eu un certain nombre de concertations ou d'approches de la part de la CAF. C'est peut-être une espèce de reconnaissance ou alors de réaménagement et peut-être de reconsidération du relationnel entre le Cameroun et la CAF, qui a quand même, cette relation qui a quand même souffert de beaucoup d'interprétations, beaucoup de suppositions à la suite
de l'affaire de la CAN 2019. Peut-être, on peut le dire comme ça, dans une analyse qui peut être partagée, discutable. Le président de la CAF peut-être remet la balle du côté du Cameroun, lui réaffirme le potentiel et la considération due au Cameroun dans le concert des nations africaines, parce que nous le répétons, plusieurs autres pays pouvaient accueillir ce CHAN-là. Oui, on peut peut-être le dire que Ahmad peut-être remet les choses en place en redonnant au Cameroun ce CHAN 2019 qui est peut-être moins exigeant en termes d'infrastructures et autres éléments, mais qui va permettre au Cameroun d'être au devant de la scène. Et pendant cette même année 2020, nous aurons aussi le championnat du monde militaire. Vous voyez bien que cela va arriver, voilà, les yeux du football mondial sur le Cameroun. Et puis l'expérience de la CAN féminine a quand même laissé des traces qui peuvent permettre d'imaginer que dans un standing moins exigeant, le Cameroun puisse tout au moins tenir ce rendez-vous. Voilà. Mais dès qu'on a fini de le dire, et ça c'est important, il faut maintenant revoir sans doute le revers de la médaille. Je ne sais pas si certains vont placer ce revers du bon côté. Il faut se dire que 2020, c'est demain. C'est à côté. Et nous sommes justement pratiquement au début du deuxième trimestre de l'année 2019. Et quelques-uns ont même fini par dire que voilà un nouveau cadeau empoisonné que le président Ahmad donne au Cameroun. Parce que justement, quoi qu'on dise, les exigences de l'organisation d'une compétition internationale sont là, même si le standing est revu à la baisse. D'ailleurs, vous et le service des sports examiniez déjà la capacité de notre pays à tenir les rendez-vous, les délais. Quant au stade qui devrait être livré sur un certain nombre de périodes, c'est vrai qu'il y a de grosses avancées sur ces stades, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous sommes pratiquement à quelques mois seulement de ce rendez-vous de 2020 qui va davantage mettre la pression sur le Cameroun. Si quelques-uns avaient pensé dormir sur les lauriers par rapport à l'échéance de 2021 qui laissait encore plus d'espace, voilà, cher monsieur, le rendez-vous de 2020 remet tout le monde au travail, remet de la pression sur le trésor, les finances du Cameroun, sur ceux qui ont des marchés qui sont parfois pour quelques-uns déjà en indélicatesse avec le grand regard de notre justice. Et donc, il va falloir se remettre au travail, peut-être même redoubler d'ardeur, parce que cette organisation du CHAN 2020 va être un test grandeur nature. Peut-être aussi pour la CAF, c'est une manière de s'assurer que le Cameroun a déjà des accords, les notes musicales pour faire la grande messe de 2021. Donc, c'est un rendez-vous qui est considéré aussi comme crucial et qui va certainement mettre au boulot ceux qui pensaient pouvoir jouer au malin avec le report de 2021. Parce qu'aussitôt passé le CHAN de 2020, nous serons aux portes de 2021. Et l'organisation de la compétition, ce n'est pas que les stades de football que nous voyons. Oui. Il y a les routes, il y a des infrastructures de communication, des infrastructures d'hébergement, l'ensemble. Et surtout, l'aspect sécuritaire qu'il va falloir revoir en espérant que d'ici à là, les questions de tension sécuritaire que nous avons dans quelques parties du pays seront résolues et que la grande fête du football pourra se tenir au Cameroun. Merci Patrick Christian Dobo. On rappelle en fait que c'est la tradition tous les lundis, les mercredis, j'allais dire, et surtout les vendredis. Évidemment, le regard sur l'actu, mais déjà on sera encore samedi demain pour jeter un regard très averti sur l'actualité vue à l'étranger. Ce jour, nous célébrons les paternes. Bah, écoutez, plus ou moins. Un peu rare. Oui, un peu rare, mais vous avez ces diminutifs, paterne, ainsi de suite, les maternes, ainsi de suite, qui sont parfois aussi dans l'ordre des Patrick, hein, pourquoi pas. Allez, merci Patrick Christian Dobo. Donc demain, ce sera une revue de la presse internationale. Mais merci encore pour ce moment. On n'est pas loin de la 8e heure de la journée, toujours d'actualité et d'information. Et Alexandre Kouaka est du côté de Champigny-sur-Marne. Vous qui voyagez beaucoup du côté de Paris, Champigny-sur-Marne, c'est un fin téléspectateur camerounais. Kouaka Alexandre, à qui on fait un coucou ce matin. Et pourquoi pas Owe Boniface qui est connecté. C'est clair, Owe Boniface. Je crois qu'il est à Douala. Oui, monsieur Boniface. Naturellement. Oui. Bonjour. Et on va penser à l'un des grands fidèles de l'émission. Pour lui, c'est l'un des moments privilégiés de Canal Matin. Il s'appelle donc le lieutenant Kenneth Efoudou, qui ne rate aucune édition. Depuis Yaoundé, on pense à Merlin Fouinko et bien sûr Eric Ndjemi, ici même à Douala. Allez, on va se rappeler de pas mal de dates importantes. Bon, peut-être pour lui dire au revoir. Oui, au revoir, mais seulement pour faire justement, pour rendre un hommage à un grand monsieur du sport, Tiger Woods. Vous avez vu ce qu'il a fait. C'est un exemple de témérité, mais surtout de capacité à rebondir quand on a chuté. Et ça, c'est un monsieur à qui nous devons son respect. On en reparlera. Et mais ça vous inspire par une citation?
Ça vous inspire pas un vieil adage? Il y a toujours des choses Bah, à le dire. plus fort n'est pas fort parce qu'il n'est jamais tombé, mais c'est à sa capacité à se relever chaque fois qu'il tombe. Et ça, Tiger C'est Woods clair. l'a démontré hier Allez. avec le Master d'Augusta. On parlera sport tout à l'heure et peut-être de golf puisqu'on parle de Woods, mais en capsule ma chanson du cœur, il faudrait faire le choix